RTNC, la grande édition du journal. 5 minutes sur la chaussée, des véhicules se font embarquer par la police pour une fourrière qui coûte toute une fortune, excédée par ce qui ressemble à une arnaque. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, était sur le terrain pour stopper ce mouvement sur les artères de Kinshasa. La baie d'Ongaliema subit les effets de la pression démographique. Une spoliation se mijote et les populations desservies en eau potable depuis l'usine de captage sur le site sont en danger. La caméra de la RTNC s'est promenée dans la suite du ministre de tutelle venu faire le constat. Et les blouses blanches qui décident de ranger les blousons, les médecins du secteur public, membres du SINAMED, ont des revendications et veulent se faire entendre. Voilà pour les titres. Il est 20h à Kinshasa, 1 heure de plus à Bunia, en Ituri. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la RTNC. La cessation immédiate des hostilités et le retrait sans condition du M23 de ses positions en RDC, ce sont là les résolutions phares reprises dans la feuille de route dite de Luanda. Et c'est ce qu'on peut retenir du sommet de Luanda tenu hier en Angola, une rencontre de tous les enjeux sanctionnés par un point de presse tenu par Jean Lorenzo de l'Angola, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC et Paul Kagame du Rwanda. Blandine Zovo. Une rencontre décisive qui devrait marquer un tournant dans le cycle infernal de violence qui meurtrit les populations de l'Est de la République démocratique du Congo. La tripartite de Luanda sur la situation sécuritaire à l'Est de la RDC s'est terminée ce mercredi soir par l'établissement d'une feuille de route sur le processus de pacification de la région Est de la RDC. Tout commence par une rencontre à trois entre les présidents Joao Lourenço, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame. Pas de communiqué final, mais un point de presse commun des trois présidents et une volonté commune affichée de faire baisser la tension entre les deux voisins. L'objectif central étant de restaurer la confiance perdue entre Kinshasa et Kigali par l'instauration d'un dialogue et d'une concertation permanente établie sous l'égide de la CIRGL et du processus de Nairobi dans le cadre de la Communauté d'Afrique de l'Est. Concrètement, cela se fera graduellement via l'application de la feuille de route qui permettra au final, si chacun respecte vraiment ses engagements, de réchauffer les relations politiques, diplomatiques et économiques entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ce que je peux dire à propos du contenu de la réunion de ce jour est que de part et d'autre, il y a eu en tout cas l'intention manifeste d'avancer et de mettre fin à cette crise. Comme l'a dit le président Lorenzo, il s'agit de rétablir la confiance entre nos deux pays et surtout nos deux peuples. Une confiance qui a malheureusement été rompue alors que, à mon sens, tout allait bien dans la voie de la normalisation entre nos deux pays. Je m'étais entrepris, en tout cas, de tirer un trait sur le passé dès mon arrivée à la tête de la République démocratique du Congo pour envoyer un signal fort, non seulement au Rwanda seul, mais à tous nos voisins, à toute la région, de mon intention d'avoir des relations désormais tournées vers des échanges profitables à nos pays, à nos populations, et de regarder plutôt vers le développement de cette région qui, à mon sens, est l'une des plus riches d'Afrique, plutôt que de verser dans des tensions inutiles comme on a pu l'observer dans le passé. À court terme, la nouvelle donne passe par la relance de la commission mixte RDC-Rwanda. La première rencontre de cette commission mixte, cadre de dialogue permanent entre les deux pays, est prévue incessamment dans la capitale angolaise. Mais dans l'immédiat,
La feuille de route prévoit la cessation des hostilités et le retrait sans condition du M23 de ses positions en République démocratique du Congo. Ce qui est en mon pouvoir pour faire avancer la situation, sortir mes compatriotes de cet enfer qui dure déjà depuis une vingtaine d'années, lequel enfer a été encore aggravé par cette situation regrettable du M23, un groupe armé qui pourtant était déjà en discussion avec nous à Nairobi, mais dont le comportement est totalement inexplicable, car je ne peux pas comprendre que des gens qui ont une revendication et dont l'interlocuteur est à disposition pour écouter leurs revendications puissent à nouveau reprendre les armes, comme pour exercer une sorte de chantage ou de pression. Donc j'espère vraiment et j'attends de ce processus qu'il apporte le cessez-le-feu immédiat et le retrait de ce groupe du M23, en attendant évidemment que l'on mette en marche la feuille de route qui amènera un processus de paix, de stabilité et de confiance. Le retour des réfugiés dans leur pays d'origine est également inscrit parmi les objectifs de la feuille de route de Luanda. Elle stipule enfin que toute exploitation des ressources naturelles dans la région doit se faire dans le strict respect de la souveraineté des États, ce qui met en exergue la ferme volonté de lutter contre le trafic illicite des ressources minières de la République démocratique du Congo au profit des pays voisins. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garde ainsi le cap de la fermeté pour la défense de la souveraineté nationale et en même temps une ouverture au dialogue diplomatique sincère pour imposer la paix à l'est de la RDC. Le président de la République et sa délégation sont rentrés au pays ce mercredi soir. Et revenons à Kinshasa où le gouvernement congolais va bientôt apurer toutes ses dettes de la consommation de l'électricité et de l'eau. Promesse du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde lors de la clôture des travaux de la commission technique mixte SNEL, régie des eaux Patito Ndwango. Les paiements des créances étatiques dus à la régie des eaux et à la SNEL, c'est le résultat des recommandations des travaux de la 4e phase de la commission technique mixte chargée des réformes du mode de gestion des consommations d'eau et d'électricité des instances officielles et des ayants droit. Travaux qui ont mis ensemble les délégués de la présidence, de la primature, de quelques ministères et ceux du Conseil supérieur du portefeuille. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, qui a clôturé ses assises, a loué la pertinence des recommandations formulées par la commission technique mixte. Recommandations qui rencontrent la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place les peuples au centre de tout intérêt. En ma qualité de chef du gouvernement, il m'arrive souvent de m'interroger sur la performance attendue de ces deux entreprises face au portefeuille important des impayés nés de la consommation de l'eau et de l'électricité des instances officielles et ayant droit. C'est à ce titre que j'apprécie à leur juste valeur les recommandations de la commission technique mixte et encourage Madame la ministre d'État de poursuivre dans le même élan afin d'aboutir avec le concours des responsables du secteur et de toutes les personnes qui ont contribué à ce travail, à l'assainissement des finances des entreprises du portefeuille. Bien avant, la ministre d'État au portefeuille, Adel Kaïnda, a circonscrit les cadres de cette rencontre et a soulevé la nécessité et l'urgence de la signature d'un arrêté interministériel devant déterminer les critères d'éligibilité pour la prise en charge par les trésors publics des factures de consommation d'eau et d'électricité. Je reste convaincu qu'il s'agit là de l'expression irréfutable de cette volonté, défiant toute épreuve pour la recherche de solutions idoines aux multiples et épineuses préoccupations des entreprises
portefeuille de l'État. La patronne du portefeuille a clôturé ses propos par un remerciement au chef du gouvernement pour avoir répondu favorablement à son invitation de présider la clôture de ses assises. Réajustement du prix du carburant à la pompe, le ministère de l'Économie nationale informe le public de la signature ce mercredi 6 juillet 2022 des arrêtés ministériels portant fixation des prix des produits pétroliers dans toutes les zones d'approvisionnement du pays, ouest, est et sud, applicables à partir du vendredi 8 juillet 2022. À cet effet, les prix de carburant à la pompe sont fixés de manière ci-après pour les carburants terrestres, zone d'approvisionnement ouest, c'est-à-dire à Kinshasa, et le prix d'essence, le litre reviendra demain à 2445 francs, gasoil 2485 francs le litre, le pétrole 2100 francs le litre, zone nord, essence 3100 francs le litre, gasoil 3050 francs congolais le litre, pétrole 2600 francs congolais le litre, la zone d'approvisionnement Est, essence de 3100 francs congolais le litre, gazole 3050 francs congolais, pétrole 2600 francs congolais, zone d'approvisionnement Sud, essence 3145 francs congolais le litre, gazole 3140 francs congolais le litre et le pétrole 2700 francs congolais le litre. Pour le carburant d'aviation Jet 1, zone d'approvisionnement Ouest 3313 francs congolais le litre pour les vols nationaux et les vols internationaux. Pour le vol national, 1875 francs congolais le litre. Pour la zone Est, 3173 francs congolais pour les vols internationaux et 2866 francs congolais pour les vols nationaux. Et la zone Sud, 3300 francs congolais pour les vols internationaux et 2727 francs congolais pour les vols nationaux. Ce réajustement de prix est motivé par l'évolution considérable des paramètres de la structure de prix et la nécessité de maintenir l'équilibre du système d'approvisionnement du pays en produits pétroliers et fait à Kinshasa. Le 7 juillet 2022, c'est signé Célestin Tuité Yamwembo, secrétaire général à l'économie. Par ailleurs, le gouvernement s'emploie à contenir les effets induits par la flambée de prix du pétrole à l'échelle internationale et en dépit de cette légère augmentation, la subvention sur les carburants est maintenue à un niveau allant jusqu'à 2500 francs congolais par litre pris en charge par le gouvernement pour préserver justement le pouvoir d'achat de la population à l'exemption du carburant d'avion des compagnies internationales dont la subvention est supprimée. Poursuivons ce journal. À Bunia, en Ituri, 4 kidnappeurs sont tombés dans le filet des services de défense et de sécurité. Un informaticien et un infirmier font partie de cette bande de malfrats qui opèrent sans foi ni loi. Leur dernier forfait, c'est le kidnapping d'un petit garçon de 12 ans. Le 24 juin dernier, ils ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri, Luboyanka Chamadjoni Junior Selemani. Réseau de kidnappeurs opérant en ville de Bunia et environ, démantelé par les services de défense et de sécurité. 4 membres de cette bande de criminels ayant kidnappé un enfant de 12 ans le 24 juin dernier à Mouzipela ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri ce mardi 5 juillet par le commissaire divisionnaire adjoint Seguin Ngoïsengeloa, commissaire provincial de la police en Ituri. L'enfant enlevé a été relâché après le paiement d'une rançon de $2000 américains, ce qui a permis à la police de mettre la main sur ces malfaiteurs, indique le père du jeune garçon qui salue les actions menées par la police. Au gouverneur militaire de l'Ituri de féliciter le service de défense et de sécurité pour cette énième prouesse avant d'appeler la population à continuer de collaborer avec la police et l'armée. On ne le dira jamais assez. Le service de défense et de sécurité sous le commandement du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, ont abattu un travail de titan en cette période de l'état de siège dans la traque contre les auteurs de violences en Ituri. Depuis le début de ces régimes spéciaux, de nombreux réseaux criminels opérant
en Ituri ont été démantelés, ce qui a permis de réduire sensiblement la criminalité. L'incursion de la RDC par le Rwanda sous couvert du mouvement rebelle M23 condamné par la Senko, Marcel Outembi. Son président l'a dit au coordonnateur du mécanisme national de suivi, Claude Ibalanki. D'autres sujets, notamment la tripartite de Luanda, se sont invités aux échanges. Robert Ndaye et Turbo Chimanga. L'Église catholique, à travers la conférence épiscopale nationale du Congo, soutient toutes les démarches entreprises par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour définitif de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Monseigneur Marcel Outembi, président de la Senko, l'a dit au coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, Claude Ibalanki et Colomba. La situation préoccupante qui sévit dans la partie est de la République, marquée par le regain de tension entre la RDC et le Rwanda, qui continue à appuyer militairement l'M23, était au menu de cette rencontre. Sur la rencontre de Luanda en Angola, le président de la Senko soutient et encourage le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, engagé dans le processus de pacification et de stabilisation de l'Est de la RDC. Dans une situation de crise, quand il y a un conflit, il faut conjuguer toutes les approches nécessaires en vue de trouver solution, de sortir de crise. Et nous encourageons le président de la République à prendre son bateau de pèlerin pour chercher à rencontrer quiconque peut donner sa contribution en vue de restaurer la paix dans notre pays et de restaurer le vivre ensemble dans la sous-région. Derrière les forces armées de la République qui se battent pour défendre l'intégrité territoriale, la Senko condamne toute agression contre les pays et appelle le Rwanda à cesser tout soutien militaire au M23. Marcel Outembi, président de la Senko, demande à la communauté internationale de cesser toute hypocrisie dans le traitement du dossier République démocratique du Congo et d'élever tout embargo. Nous restons soudés pour défendre la cause commune, le bien-être de la population congolaise et nous continuons à soutenir les FARDC dans ces combats nobles qu'elles sont en train de mener en faveur de notre pays. Claude Ibalanki a remercié la Senko pour sa contribution dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et de son implication pour le retour définitif de la paix à l'est de la RDC. Quel véhicule peut-il être ramené à la fourrière? La question reste posée. L'on assiste ces derniers temps à un désordre de la police nationale congolaise qui ramasse n'importe quel véhicule sur la route. Et pour mettre fin à ces tohu-bohu, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo Okito, est descendu au camp Lufungula pour faire le constat. José Baïtouambo était dans sa suite et nous en parle. Des plaintes enregistrées ces derniers temps sur les abus constatés dans l'exercice de leurs fonctions par les agents de l'ordre, notamment de la police des circulations routières, ont motivé la descente du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, pour assurer la population sur leur sécurité et leurs biens, vœux qu'il caresse depuis qu'il est à la tête de ce ministère. Le ministre de la Sécurité nationale et de l'ordre public s'est levé de son bureau pour se rendre compte de cette situation qu'il qualifie de déplorable. Il surprend contre toute attente une fourrière au camp Lufungula remplie de véhicules remorqués à partir de différentes artères par des camions de remorquage dit Kiungulu, estampillé Kinbopeto. Il visite ces sites, un terrain de foot des enfants du camp Lufungula qui ont d'ailleurs apprécié à juste titre cette descente et ont sollicité l'évacuation de l'aire des Jeux occupée par cette fourrière. Sans attendre, Daniel Aselo Okito a pris des mesures qui s'imposent et demande au service de la police des circulations routières de l'hôtel de ville et de Kinbopeto de clarifier et de mettre en terme cette pratique. Bien avant les camps Lufungula, les patrons de la sécurité nationale étaient aux installations de la police des liaisons nationales d'intervention. Ici, Daniel Aselo s'est non seulement imprégné du fonctionnement de cette unité de lutte, mais aussi de difficultés qu'elle éprouve, entre autres les manques des engins spéciaux, des véhicules arroseurs, des blindés, pour lui permettre d'opérer convenablement. Le commissaire supérieur principal, le colonel Mouchitou, lui a aussi fait visiter le magasin d'armement et autres. En cette période aussi critique que traverse notre pays, marquée par l'agression du Rwanda à la RDC, le vice-premier ministre a saisi cette occasion pour interpeller les responsables de ces différents services sur les mesures gouvernementales. La police, par exemple, doit pleinement jouer son rôle.
La défense de la patrie n'a pas de sexe. Les femmes officiers supérieurs de l'état-major général des FARDC poursuivent la sensibilisation pour appeler les jeunes filles à s'enrôler dans l'armée. Elles ont été cette fois-ci dans une école de Kaouka. Christine Lenzo et Simon Kankolongo. Poursuivant la sensibilisation dans les écoles, l'équipe des officiers supérieurs de l'état-major général des FARDC a été conscientisée les élèves de l'Institut Bakanja pour connaître plus sur les recrutements des jeunes de 18 à 25 ans. Une campagne démarrée il y a peu au FARDC. Occasion pour les points focaux genre de l'état-major général des FARDC, le général Justine Chechi Mayou, d'insister sur l'adhésion surtout des jeunes filles congolaises pour faire accroître leur nombre dans l'armée à Kinshasa comme dans les provinces. Nous venons de sensibiliser non seulement les filles, mais les filles et les garçons. Nous avons compris qu'on ne communique pas assez, ils ne sont pas informés de ce que nous sommes, de ce que nous faisons. Ce que nous sommes, c'est quoi l'armée, qu'est-ce que les gens qui sont dans l'armée font. Ils pouvaient poser toutes sortes de questions. Mais sinon, ils n'étaient pas informés. Réunissant ces élèves de la classe terminale à la cour de l'Institut Bakanja, le général Chechi Mayou, à ses côtés le colonel Odette Chulumba, leur a expliqué les bien fondés de faire l'armée, surtout pour les formations continues. Les élèves, satisfaits de la présence de cette équipe d'officiers supérieurs, n'ont pas manqué de poser quelques questions pour éclairer leur lanterne sur les avantages qu'offre l'armée après avoir suivi certaines formations et études où l'on peut devenir soldat des troupes, sous-officiers et officiers supérieurs au sein des FARDC. Aussi, les filles universitaires, les diplômés d'État et celles ayant fait 4 années des humanités pourront occuper les fonctions selon les filières suivies. Les inscriptions se font à la tribune centrale de l'état-major général au camp Kokolo. L'économie de la RDC s'en sort plutôt bien malgré la situation internationale agitée par la guerre en Ukraine. Le FMI et le gouvernement sont tombés d'accord sur les grands principes, raison de la signature de la deuxième revue avec le PEC 2, les ministres d'État du budget, les ministres des Finances, la gouverneure de la Banque centrale et le représentant résident du Fonds monétaire international ont tenu un point de presse, question de passer en revue toutes les questions financières. Edith Chala pour le commentaire. Un point de presse à 4 qui a permis un tour d'horizon complet sur les questions des finances en République démocratique du Congo. Aimé Boji Sangara, ministre d'État, ministre du Budget, Nicolas Kazadi, ministre des Finances, Malango Kabedi, gouverneur de la Banque centrale du Congo et le représentant du Fonds monétaire international en RDC ont répondu aux préoccupations de la presse. Malgré la conjoncture mondiale morose, l'économie congolaise se porte bien. Malgré un environnement difficile et incertain, que ce soit sur le plan externe, la guerre en Ukraine et ses conséquences, que ce soit sur le plan domestique avec notamment ce qui se passe, les problèmes sécuritaires dans une partie du pays, malgré cela, l'économie de la RDC fait preuve d'une très bonne résilience. On a eu plus de 6% de croissance l'année dernière en 2021 et cette année, malgré cet environnement difficile, on est encore sur cette tendance de l'ordre de 6% pour 2022. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, se veut encore plus rassurant. Lorsque l'on garantit la stabilité macroéconomique, le taux de change, l'inflation plutôt maîtrisée, eh bien, on facilite le calcul économique pour ceux qui entreprennent. Lorsque l'inflation bouge trop rapidement, ça a comme conséquence d'entraîner des faillites, d'entraîner des difficultés, des cessations de paiement. La conclusion de la deuxième revue avec le Fonds monétaire international donne droit à un tirage immédiat d'un montant de 203 millions de dollars américains au titre d'appui à la balance des paiements. Tendons-nous vers la reprise des activités à la cimenterie nationale de Kimpese. Eh bien, 11 ans après l'arrêt des travaux, les nouvelles autorités installées dernièrement ont discuté aujourd'hui avec la ministre d'État, ministre du portefeuille Adel Kainda, sur les nouvelles modalités. Les détails avec Angèle Mabiel-Alontou. Après le contrat d'amodiation signé entre la partie gouvernementale et Diamond Cement pour la reprise de la production à la cimenterie nationale de Kimpese, plusieurs zones d'ombre demeurent dues essentiellement au manque d'informations.
Les autorités de la SINAT et les nouveaux acquéreurs sont dans l'obligation d'expliquer en des termes clairs et concis les clauses du contrat. La ministre d'État, en charge du portefeuille, qui a le devoir de promouvoir un climat de paix au sein des entreprises publiques, a convoqué une réunion d'urgence pour ce faire. Le problème qui s'est posé doit être résolu. En tout cas, la priorité de personnel qui doivent prendre, ce sont les personnels des SINAT. En tout cas, pour ça, je vais mettre un mécanisme pour suivre. Parce que surtout que ce contrat a été signé ici. Donc, on doit prendre cette affaire avec tous les sérieux. Donc, j'aimerais que vraiment les travailleurs des SINAT se disent, on était dans un gouffre, maintenant, cette fois-ci, nous avons trouvé la solution. À en croire la partie Diamond, 2 500 000 $ américains ont été mis à la disposition de la SINAT et dès le 17 juillet prochain, une enveloppe de 1 million de $ américains sera rajoutée. Les notables de ces terroirs ont la lourde charge de sensibiliser les ressortissants pour que la paix règne dans cette partie du pays. Dès que la fumée va ressortir de la cheminée de la cimenterie nationale de Kimpese, la vie va reprendre et la joie sera à son comble. Des robinets qui tarissent définitivement à Barumbu, Kintambo, Lingwala, Kinshasa et Gombe, l'hypothèse est très plausible. La baie d'Ongaliema va appartenir à des privés qui enverront à la mitraille des installations électromécaniques de la Régie des eaux. Les ministres du gouvernement ont fait le constat. Marie Kalonga. 50 bornes sont parsemées sur les périmètres de captage d'eau de l'usine de Ngaliema par des personnes non autrement identifiées. Ce site de la baie de Ngaliema subit ainsi des tentatives de spoliation. Saisi de cette situation, le ministre des Affaires foncières a dépêché une mission mixte constituée d'une délégation de son ministère, du ministère des Ressources hydrauliques et électricité et de la Régie des eaux. Le service de cadastre responsable de cette circonscription a dit n'avoir pas accordé une quelconque autorisation de lotissement de cet espace et que les bornes placées sur ce lieu ne sont pas des bornes du service de cadastre. Les deux captages de l'usine de Ngaliema sont pratiquement sur terre et l'usine n'arrive plus à produire la quantité d'eau brute nécessaire pour les 5 communes de la ville-province de Kinshasa à cause des constructions des édifices sur les périmètres de captage, a indiqué les directeurs de la Régie des eaux Kinshasa. Notre problème était d'abord, nous devions racler toute la bande que nous appelons baie de Ngaliema ici. On doit enlever tous ces sables. Parce que quand vous regardez derrière vous de l'autre côté, vous verrez que nous avons 2 captages. Il y a même un captage que nous appelons mausolée, c'est une appellation Régie des eaux, qui est déjà pratiquement sur terre. L'autre captage là-bas, quand les Japonais avaient construit, il était à 150 mètres. Maintenant, l'eau se trouve à 10 mètres. Les sables ont envahi toute la baie, surtout que nous avons double problème. Il y a la rivière Gombe qui nous envoie du sable, il y a aussi la rivière Makelele. De l'autre côté, on a tellement construit qu'on a dévié la rivière et tout le sable qui est charrié par la rivière Makelele vient directement à notre captage. Alors le problème qui nous concerne aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des bornes partout. On a mis des bornes, on va construire des maisons là où nous devons en principe enlever les sables pour que l'usine continue à avoir sa capacité nominale. La délégation du ministère des Ressources hydrauliques et électricité présente sur ce lieu a pris connaissance de ce dossier. Témoin de cette tentative de spoliation, la population de ce coin s'est exprimée à ce sujet. Le bien public doit être respecté. Tout le dossier en rapport avec cette propriété de la Régie des eaux a été remis au service de cadastre. La loi sur l'eau nécessite être d'application pour éviter pareille situation. Kinshasa, zéro trou, où en sommes-nous avec les travaux de ce projet du gouvernement? Dans certains coins, les travaux sont en phase de réalisation, dans d'autres, les travaux sont à l'arrêt. Le constat a été fait par une équipe de nos reporters qui étaient aujourd'hui dans différents chantiers de la capitale, Nanoumba, Maurice Mbewa. Dans le cadre de l'opération Zéro Trou lancée dernièrement par le gouvernement, l'Office de voies et drainage OVD réhabilite quelques artères de points chauds de la capitale de Kinshasa. L'équipe de la radio-télévision nationale congolaise est descendue sur le terrain pour se rendre compte de l'état d'avancement de ces travaux. Sur Kabinda Bokassa, il y a l'effectivité des travaux. En tout cas, merci Papa Oumela. Merci au président de la République Tshisekedi pour les travaux de cette route. Cette avenue était très délabrée. Les taximens faisaient des contours pour arriver vers la place Victoire. Désormais, pas de contours. Merci au chef de l'État.
tomoni mpena kabo bandi bachinois bandi komoservice oyo toka papa nze babatela yo abaso mpena mikolo ebele merci beaucoup. Par contre, un constat malheureux sur l'artère qui mène vers l'aéroport d'Indolo-Ista et vers l'ancien hôtel Phoenix. Ici, les travaux sont à l'arrêt. Nous voulons lancer un message au chef de l'État concernant cette route. Cette avenue quitte l'aéroport national d'Indolo, l'aéroport historique. Donc il y a nécessité que cette route soit vraiment en bon état. Et c'est une route qui sert la population congolaise à vaquer à leurs occupations. Regarde ce qui est en train de se passer. Ici, il y a des maisons commerciales. Le paisible citoyen, les Congolais qui vous ont voté hier, ils ont encore envie de vous voter demain. Mais regarde ce qu'on est en train de les rendre comme service. L'argent a été décaissé dans les trésors publics pour qu'on construise cette route. Mais malheureusement, personne ne vient, personne ne dit mot. Donc, où allons-nous alors? Bokassa, Sendou et Kassavubu sont aussi réhabilités. Là où les travaux de réhabilitation freinent encore, la population émet les souhaits d'une accélération avant le retour de la saison pluvieuse. Quittons Kinshasa pour la province du Kasaï oriental, précisément dans la ville de Mbujimaï, qui va bénéficier en plus de 25 km de projet Tchilégelou, de 35 km de voirie modernisée par l'OVD. Le coup d'envoi a été donné par le ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Guissaro. Willy Atunakov. Après l'arrivée de sa forte délégation officielle, mardi 6 juillet 2022 à Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro, a procédé au lancement de travaux de réhabilitation et de modernisation par l'Office des voiries et drainage, OVD, des 35 km de voirie de cette ville diamantifère. Cette cérémonie solennelle s'est déroulée sur l'avenue Kassavubu, près du rond-point Ozana, à la grande satisfaction de la population en liesse. C'était en présence de plusieurs personnalités, dont les ministres des Finances, Nicolas Kazadi, le directeur général de l'OVD, ingénieur Victor Toumba-Tchikela, son collègue du BTC, le chargé de mission du président de la République et le gouverneur du Kasaï oriental qui a prononcé le mot de bienvenue. Ces travaux de 35 km exécutés par l'entreprise Safrimex sous la supervision de l'OVD s'ajoutent aux 25 km en cours d'exécution par l'entreprise CREC7 dans le cadre du projet Tchilégelou. Le numéro 1 de l'OVD, ingénieur Victor Toumba-Tchikela, qui a rendu hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dressé la fiche technique des ouvrages à réaliser. Avant de donner les coups d'envoi des travaux, le ministre des ITP a invité la population à s'approprier de ces ouvrages et l'entreprise attributaire de respecter les délais contractuels des travaux qui est de 36 mois. Fin mission d'audit des experts de la Banque mondiale au FONER, une mission sanctionnée par un rapport satisfaisant et qui va permettre la matérialisation du projet d'appui à la connectivité et au transport avec un coût global de 1,5 million américains. Il concerne la construction des 680 km de route sur la nationale numéro 2, Eurydice Kitutu-Mozeri-Zinkianda. La gestion du Fonds national d'entretien routier se consolide et s'améliore. Si la réalisation des chiffres records est devenue monnaie courante, les projecteurs sont braqués sur la gestion efficace des ressources mobilisées qui donne lieu aux félicitations à son management. La direction générale du FONER, elle a mis tous les efforts nécessaires pour que les choses aillent dans le bon sens. Il y a eu de l'amélioration sur tous les niveaux. Donc cette fois, à la fin de l'exercice 2021, on est tout à fait rassuré que le FONER est sur le bon chemin pour atteindre ses objectifs et répondre aux attentes des différents intervenants, que ce soit l'État ou bien la Banque mondiale. Avec ces exploits, le FONER est sur le bon chemin. Les remerciements s'adressent à Madame la Directrice Générale, à toute l'équipe du FONER pour les efforts accomplis durant cette mission, pour leur collaboration. Et si on est arrivé à ce résultat,
C'est grâce à leur collaboration. Georgine Selemani Toulia, à la tête du Fonds national d'entretien routier, des efforts quant à la mobilisation des ressources ces dernières années sont salués par la Banque mondiale, une assurance pour la matérialisation de ce projet qui concerne la construction de 680 km de route sur la route nationale numéro 2. Et en nouvelle, les chefs traditionnels du Nord Kivu réunis au sein de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo remercient le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir ordonné l'installation de Mwami Lebon Bazima, chef de chefferie de Bukumu. La population du territoire de Niragongo remercie également le président de la République pour l'effectivité de cette installation qui a eu lieu le 1er juillet 2022 par le gouverneur militaire du Nord Kivu. Les entrepreneurs congolais pourront bénéficier d'un espace approprié avec un accompagnement financier et matériel afin de faire accroître leur chiffre d'affaires. Un centre des PME va voir le jour grâce au partenariat PADEM, PME et Silicon Village Banque mondiale. Une campagne de communication est en cours pour permettre au public d'être au courant de ce centre. Merendeke. Un ouf de soulagement pour les entrepreneurs désireux d'accroître leur chiffre d'affaires. Ils auront désormais un espace de travail aménagé et sécurisé appelé Quasi-Centre. L'implémentation de ce projet se concrétise grâce au partenariat gouvernement congolais Banque mondiale et ce dans le but de créer et de favoriser des mini-zones économiques industrielles pour favoriser la croissance de PME en leur offrant plusieurs avantages, notamment d'ordre financier, logistique et technique. D'où le lancement de cette campagne de communication menée par le projet d'appui au développement de micro, petites et moyennes entreprises, PADEM PME, afin de bien maîtriser la notion sur un centre de PME. Le centre de PME Quasi, une première en RDC, est en mesure de regrouper une quarantaine d'entreprises de secteurs variés. Le centre de PME se trouve à mi-chemin entre l'incubateur et la zone économique spéciale. Et si la Banque mondiale soutient le programme de développement des centres de PME en République démocratique du Congo, c'est parce qu'elle sait qu'elle pourrait contribuer à la croissance des PME et constituer une réponse à un certain nombre de contraintes. Des efforts qui ne passent pas inaperçus face au gouvernement de la République. Au nom du ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, le directeur de cabinet Justin Magala remercie les PADEM PME pour son appui remarquable dans le secteur de PME en si peu de temps de sa mise en œuvre. C'est pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays que le gouvernement déploie un programme d'une telle envergure aussi ambitieux que complet dans la promotion et le soutien de l'entrepreneuriat. C'est également une fierté parce que, à moins de 3 ans de mise en œuvre, PADEM PME a réussi à placer le soutien à l'entrepreneuriat sur la carte de visite du gouvernement avec des résultats probants. Cette cérémonie de lancement de campagne de la communication du dit projet a été également sanctionnée par plusieurs panels au cours desquels plusieurs questions de fond du secteur de PME ont été décortiquées, à savoir les conditions de compétitivité de la RDC pour favoriser la transformation locale, les prérequis pour l'accès au financement de PME congolaises et la problématique des centres de PME. Il y a lieu de noter que ce centre de PME Quasi est implanté au sein du Silicon Village, un espace d'accueil en coworking dans la commune de La Gombe. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, les blouses blanches décident de ranger les blousons. Les médecins du secteur public, membres du SINAMED, ont des revendications et veulent se faire entendre. Si les médecins vont en grève dans le secteur du commerce, par contre, les négociations ont abouti. La tripartite réunissant travailleurs, employeurs et gouvernement convoquée par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a permis au banc syndical de s'accorder avec les employeurs, essentiellement les Indo-Pakistanais. Nous y reviendrons. En sport, la Ligue nationale de judo de la RDC a un nouveau coordonnateur, Maître Nico Lianza. C'est son nom. Il promet de tout mettre en place pour réformer cette discipline sportive. Regardez. Un vent nouveau peut à présent souffler au judo congolais. Il s'agit bel et bien de la nomination des membres de la coordination au sein de la Fédération nationale congolaise de judo par les ministres des Sports et Loisirs. C'est mercredi 6 juillet 2022 dans la soirée, Maître Nico Lianza s'est personnellement rendu chez le secrétaire général au sport Barthélémy Okito afin de recevoir sa notification en tant que numéro 1 de cette structure. De demain,
On va notifier tous les autres membres. Hein? Vous êtes notifiés, il n'y a aucun problème. Il faut commencer. Vous savez, la Fédération internationale nous a donné un délai et il faut aller vite en besogne. Avec une équipe composée de 8 personnes, regroupant ainsi toutes les tendances du judo, l'oiseau rare tant recherché pour sauver cette discipline est conscient de la tâche qui l'attend. Les impressions aujourd'hui, c'est de l'espoir que notre sport que nous aimons, que nous avons pratiqué, que nous pratiquons, va enfin sortir son bout du nez de cette sombre période que nous avons traversée, en espérant qu'avec l'unité dans le judo, nous allons faire avancer les choses. Le travail que j'aurai à faire, je ne le ferai pas seul. Il y a une coordination. Nous allons travailler dans l'unification et les choses, nous l'espérons très bien, vont avancer. C'est l'amour du judo qui va déterminer le travail que nous allons faire. Et soutenons le judo, ne soutenons pas des individus. Visiblement, Maître Nicoli Yanza est reparti très satisfait. À la base, les camps des 2 candidats à la présidence de la FENACOJU qui n'ont pas harmonisé leur vue sur la liste électorale. Dans la province de Kasai-Chikapa, le développement des infrastructures, la promotion des économies rurales et les PME, ces sujets et tant d'autres seront débattus au cours d'un atelier de sensibilisation et de l'appropriation du projet 145 territoires lancé dans cette partie du pays. Regardez. La réhabilitation et la modernisation de certains ouvrages de la province de Kasai central prennent de plus en plus corps. Voilà ce qui justifie la descente à Kananga du directeur général du Bureau central de coordination, Jean-Mabi Moulomba, qui a été accueilli par le ministre provincial des infrastructures et travaux publics du Kasai central, Willy Wishiye. Après cet accueil, le cortège du directeur général du BSECO a vite pris la direction de la résidence officielle du gouverneur où un entretien à huis clos a eu lieu. Au sortir de ces tête-à-tête, le gouverneur du Kasai central, John Kabiachikai, revient sur les enjeux de la rencontre. Nous avons abordé les problèmes de la voirie urbaine et des infrastructures, ce que je peux appeler les bâtiments phares, soit les symboles du pouvoir. Vous avez les bâtiments administratifs, soit les bâtiments du gouvernorat. Vous avez la résidence officielle du gouverneur, là où nous sommes. Il y a l'Assemblée provinciale. En dehors de ces 2 projets, il y a le 3e projet qui est la route Kananga-Kalamambouji. Quant au numéro 1 des BSECO, la réhabilitation de la route Kalamambouji, longue de 243 km jusqu'à la frontière de l'Angola, s'impose afin de désenclaver la province. Nous avons été chargés justement de regarder du côté de la route Kalamambouji, ce qui est l'espoir. Non seulement c'est un grand Kassai. Sur cette route, nous ferons la vision du chef de l'État. L'agenda du directeur général du BSECO prévoit l'inspection de la voirie urbaine et la signature du protocole d'accord avec la province qui promet son accompagnement inconditionnel. Lancement aujourd'hui à Kinshasa par le ministre provincial de l'Intérieur de l'opération d'identification et de délivrance des cartes des résidences aux étrangers de la ville-province de Kinshasa, une activité qui s'inscrit dans la vision de l'autorité urbaine qui tient à la protection des étrangers. D'autres détails dans ce reportage de Luzette Ntakalamalasa, Jirkabamba. Identification du requérant d'abord, délivrance de la carte par la suite, c'est désormais la procédure relative à l'obtention de la carte de résidence pour étrangers dans la ville-province Kinshasa. Le ministre provincial de l'Intérieur a, au nom de l'autorité urbaine, lancé officiellement ce jeudi 7 juillet 2022 cette opération d'identification et de délivrance des cartes de résidence aux étrangers. Tengetelito explicite. Que nous attendons à ce que nous acceptons dans les pays étrangers, que les étrangers aussi acceptent ce qui se passe ici chez nous. Donc dans le cadre de leur sécurisation, de la sécurisation de la ville de Kinshasa, ben écoutez, la loi elle est là, comme on dit, la loi est dure, mais c'est la loi. Mais ils doivent tous se soumettre à cela et ça nous permettra de les identifier. Arrivé en RDC depuis 1958, Patrick Clerc s'est fait identifier parmi les premiers requérants. Je suis très content que l'autorité urbaine ait assumé ses responsabilités comme il a déjà fait pour les étrangers, afin que nous puissions aussi entrer dans nos droits au point de vue de la circulation, disons, sur le territoire de la ville de Kinshasa. Car avant que nous puissions avoir cette carte, nous étions obligés
de nous présenter un peu partout avec notre passeport. Et donc, avec les risques que vous pouvez comprendre du vol de ce document qui nous est très cher. 4 catégories au total ABCD allant de 50 à 250 $ par carte, précédée d'une fiche d'identification dont les prix varient entre 15 et 50 $. Ces cartes sont sécurisées et produites en partenariat avec la société Smart Security SRL et la ville-province Kinshasa. L'autorité de régulation du secteur de l'électricité est admise comme membre de l'Association régionale des régulateurs de l'énergie pour l'Afrique orientale et australe, une agence du COMESA. Professeur Sandrine Ngalula Moubenga, directeur général de l'ARE, a été notifié le 30 juin 2022, date de commémoration de l'indépendance de la République démocratique du Congo, que son établissement devient membre à part entière de l'Association régionale des régulateurs de l'énergie pour l'Afrique orientale et australe, RAERESA en sigle. Dans la lettre de notification, Dr Mohamedin Seif El Nasser, chef de la direction de la RAERESA, lui transmet le rapport de la 11e Assemblée générale tenue par visioconférence du 10 au 11 mai 2022, au cours de laquelle l'ARE a été admise comme membre. Se disant heureux de transmettre le dit rapport, Dr Mohamedin Seif El Nasser précise que la décision d'intégrer l'ARE au sein de la RAERESA a été prise sans aucune objection à l'unanimité. Il a profité de l'occasion pour lui adresser ses félicitations du fait que l'ARE a rejoint la RAERESA. RAERESA est une agence spécialisée du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA en sigle, ayant reçu mandat de promouvoir l'intégration et l'investissement dans le secteur de l'énergie dans la région du COMESA, en créant un environnement réglementaire harmonisé. La notification de l'ARE comme membre de la RAERESA intervient une semaine après l'admission de cette instance congolaise des régulations du secteur de l'électricité à l'Association des régulateurs de l'énergie de l'Afrique de l'Est, EREA. Son adhésion à l'EREA, en effet, s'est faite le 24 juin 2022 à Bujumbura, au Burundi, lors de la 14e session annuelle de l'Assemblée générale. Un cadre permanent de concertation doit être établi entre la MONUSCO et le ministère du Genre, Famille et Enfants. La patronne du genre, Gisèle Ndaya, a échangé avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, sur les questions liées au genre et aux conditions de la femme dans les zones de conflit. Cédric Kenina. Avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, les échanges ont tourné autour de plusieurs sujets d'actualité, notamment la réforme de la loi électorale dans son volet représentativité de la femme, la situation dans la partie est du pays et la question de la mise en œuvre de la résolution 1325. Pour la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, qui était accompagnée de ses collaboratrices, il est impérieux de renforcer les partenariats entre le ministère du Genre et la MONUSCO. Mais ce que nous avons décidé, c'est qu'on va continuer à renforcer ce partenariat avec son Excellence Madame le Ministre et son équipe, parce que nous voyons bien que nous avons des points d'entrée communs en ce qui concerne une continuation de l'amélioration de la situation des femmes et aussi en sachant que dans toutes les problématiques que nous voyons, notamment dans les zones de conflit et aussi en dehors des zones de conflit, c'est le fait que les premières à souffrir sont les femmes et dont toujours par extension on met les femmes et les enfants, mais commençons d'abord par reconnaître que c'est les femmes en premier. Pour la ministre du Genre, Enfants et Famille, Gisèle Ndaya, toutes ces questions seront traitées dans un cadre réglementaire et il faut instaurer un contact permanent avec la mission onusienne. Bouende, chef-lieu de la province de la Tchouapa, a vu aujourd'hui un de ses dignes fils fouler son sol. Félix Bossé-Kota, président de la fondation qui porte son nom, est allé procéder au lancement de quelques actions sociales. Eugénie Chabani.
C'est dans une ambiance de carnaval que la population de Boendé a accueilli le président de la Fondation Félix Bossekota à son arrivée au chef-lieu de la Tchouapa. Son séjour dans cette province a pour finalité de booster son développement à travers le soutien des projets communautaires des paysans, car l'encadrement des paysans pour le développement du Congo est son cheval de bataille. C'est dans cette optique que Félix Bossekota a apporté pour la population de Boendé et des villes environnantes les matériels aratoires et les semences, question de les inciter à s'adonner à l'agriculture, l'une des priorités du gouvernement. Pour faciliter les transactions commerciales et le développement de la population, le président de la Fondation Bossekota a offert à cette population la possibilité de voyager gratuitement à bord des bateaux. Il a mis à la disposition de cette population une radio et une télévision communautaire. La Fondation prend également en charge les financements des PME en accordant les microcrédits aux paysans et surtout aux femmes pour leur autonomisation. Au cours d'un meeting, il a invité la population à soutenir les actions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, surtout en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement primaire. Prêchant par l'exemple, dans sa province, il a pris en charge les frais scolaires de bon nombre d'enfants. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous suivez à Cabinda, dans la province de Lomami et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC, l'actualité continue. Sur nos antennes, retrouvez à 23h Serge Merlin Mata. Moi, je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. Très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Agence congolaise de l'environnement, sigle ACE, établissement public à caractère technique et scientifique, sous tutelle du ministère